Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour Christophe. On va parler de Paris aussi, bien sûr, parce que c'est la ville où vous faites de la politique. On commence par une ville voisine, Nanterre, qui est sous le choc, mort d'un jeune conducteur hier après un refus d'obtempérer. Enquête en cours. Pourquoi le policier a-t-il tiré? Quel est votre sentiment sur ce qui se passe et après une nuit où il y a eu quelques échauffourées dans les banlieues? D'abord, de la tristesse et de l'indignation, parce que mourir à 17 ans, dans ces conditions, c'est grave. C'est grave. Et donc, évidemment, d'abord, une pensée pour ce jeune, pour sa famille. C'est l'enquête, c'est la justice qui établiront les faits. Et dans un état de droit, il faut faire confiance aux enquêteurs et à la justice. Et donc, j'appelle à la sérénité et au calme pour le respect de ce jeune qui est malheureusement décédé. Il y a eu application de la peine de mort, a réagi Jean-Luc Mélenchon pour condamner le tir du policier. Non, moi je ne veux pas rentrer dans des polémiques, elles sont futiles. Soyons dans la compassion de cette famille qui souffre. Pensons à ce jeune, parce qu'encore une fois, mourir à 17 ans dans ces conditions, ce n'est pas acceptable. Il y a des vidéos, il y a une enquête, la justice va faire son travail, et c'est bien la justice qui doit passer et rien qu'elle. Depuis 2017, la loi permet aux policiers, en légitime défense ou pour protéger des tiers, de tirer sur un véhicule qui refuse d'obtempérer. On avait eu d'ailleurs à Paris un cas comme ça aussi d'un conducteur tué et sa passagère. Est-ce qu'il faut changer cette loi de 2017 ? On peut débattre, mais il ne faut pas réagir sous le coup de l'émotion. C'est encore une autre chose. Le législateur, lui, il va être après dans la rationalité, voir s'il peut améliorer des choses dans les dispositifs de la loi. Là, ce qui est important, c'est que l'enquête se fasse de manière très sereine, qu'on établisse les faits et rien que les faits, et qu'ensuite la justice prononce le droit. Voilà. Et en attendant, ça fait moins de 24 heures, respect pour ce jeune qui est mort. Alors on le disait, vous êtes secrétaire général d'Horizon, c'est le mouvement d'Édouard Philippe, c'est le parti d'Édouard Philippe. C'est combien de divisions aujourd'hui, Horizon ? Horizon, c'est un jeune parti en pleine croissance et en pleine dynamique, avec bien sûr Édouard Philippe, plus de 20 000 adhérents, plus de 900 comités municipaux. C'est aujourd'hui 150 experts qui travaillent avec des adhérents, des hommes et des femmes issus de la société civile. C'est aussi plus de 450 maires, c'est des centaines et des centaines d'élus locaux. C'est un parti à la fois décentralisé et qui pense la société de demain, parce que nous avons un grand pôle idée où viennent contribuer, je le disais tout à l'heure, des experts, mais aussi des citoyens pour débattre des questions essentielles de l'avenir de la nation. L'éducation, l'économie, la cohésion sociale, l'écologie, la culture. Nous avons pour ça beaucoup de leviers, et nous avons notamment aussi la possibilité de faire contribuer un certain nombre de nos adhérents, de nos experts à travers une revue. Et cette semaine sort la 3e revue d'Horizon. Et pour ça, il faut adhérer à Horizon. Alors, le but, il est clair, c'est d'établir un programme pour le candidat Édouard Philippe à la présidentielle. Ça, vous l'assumez? Moi, je l'assume à titre personnel. Oui, je pense que Édouard Philippe est un homme d'État et que les hommes d'État ne courent pas les rues aujourd'hui. Un homme d'État, c'est un homme qui porte une vision d'avenir, qui est capable de prendre du recul sur l'événement. Édouard Philippe n'est pas dans le commentaire permanent, il n'est pas dans l'éphémère, l'immédiateté, dans l'instantané. Il essaye de prendre du recul et de travailler avec ses concitoyens pour définir cette vision d'avenir de la société française. Il était la semaine dernière dans l'Allier, il était à Rion, il continue d'être à l'écoute des Français, continuer d'apprendre et de comprendre de ce qui fonctionne dans la société française pour valoriser, parce qu'il y a des choses qui marchent en France, et puis comprendre ce qui dysfonctionne pour essayer d'amener des solutions opérationnelles à partir de cette vision nouvelle qu'il faut pour le pays. Il a marqué sa différence récemment avec une solution opérationnelle sur l'immigration, une proposition. Il a dit il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Alors les spécialistes lui ont répondu oui, mais ça veut dire qu'on revient à l'état précédent. L'état précédent, c'était la libre circulation. Quelle est sa réponse à cela? Les choses sont simples. C'est que Édouard Philippe s'approprie les sujets. Il lit beaucoup, il réfléchit, il consulte, il échange avec ses concitoyens, et lorsqu'il y a un problème, il ne l'évacue pas, il en parle, il le pose sur la table et il amène des solutions qu'il va co-construire tout au long des semaines et des mois qui viennent pour arriver devant les Français le moment venu à proposer des solutions opérationnelles. C'est simple, c'est ça l'homme d'État. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'incantation, on n'est pas dans l'opposition des Français les uns aux autres, on essaie de les rassembler, de faire converger sur une vision et des propositions opérationnelles. Donc là, il y a un sujet.
Et ce sujet, il ne l'a pas mis de côté encore une fois, il n'a pas voulu le masquer, il n'a pas voulu l'instrumentaliser, il a simplement dit que dans le cadre de l'état de droit, de notre vision aussi européenne de l'immigration, il fallait amener des solutions et traiter les problèmes à la racine. La loi immigration, elle ne va pas attendre 2027, elle est là en débat. Est-ce que cette proposition, est-ce qu'il a eu un retour? Est-ce qu'elle sera retenue, soit par les LR qui font une proposition de loi, soit par le gouvernement? Je le souhaite. Quand on fait des propositions, c'est qu'on Mais vous souhaite n'avez pas de qu'elles soient réponse pour reprises. l'instant. On n'a pas de réponse. Il y a des choses qui vont dans le bon sens et puis il y a des choses à améliorer. Alors, dans le cadre de son métier de maire, Édouard Philippe va participer à la fin du mois d'août aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts qui se tiendront au Havre. Il va recevoir, mais il va parler aussi, je suppose. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a à dire aux écologistes, à part qu'il n'est d'accord en rien avec eux? Écoutez, la démocratie, c'est le dialogue. C'est le débat. Moi, je n'aime pas trop cette nouvelle Assemblée nationale où les gens jettent des noms d'oiseaux, ne se respectent pas. Attendez, la première chose qu'on doit faire, c'est accepter la différence d'opinion. Et c'est bien que Édouard Philippe puisse dialoguer avec des hommes et des femmes venus d'Europe Écologie Les Verts. Il y a des différences majeures sur beaucoup de sujets, mais il y a aussi peut-être des convergences sur la nécessité de transformer notre modèle de production et de consommation au service de la transformation écologique. L'écologie, ça n'a pas été pour l'instant son cœur d'idéologie à Édouard Philippe. Il est très engagé sur les questions. Nous avons fait une revue, justement, je parlais de la 3e qui sort cette semaine, nous avons fait une revue consacrée à l'écologie autrement, revue dans laquelle il y a des contributeurs avec une véritable vision sur l'avenir de l'écologie. Qu'est-ce qu'on fait sur l'agriculture? Qu'est-ce qu'on fait sur l'industrie? Qu'est-ce qu'on fait dans nos comportements de citoyens? Comment on agit à l'échelle locale? Comment on agit à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et internationale? On travaille, on bosse et on amène des idées. Et on les confronte avec un certain nombre d'acteurs. Bien sûr, des acteurs de la société civile, mais aussi des acteurs politiques. Et si nous avons des convergences sur certains sujets, tant mieux. Si nous avons des divergences, c'est bien que ça puisse s'exprimer de manière respectueuse. Les divergences, les désaccords, est-ce que c'était aussi le menu du déjeuner avec Emmanuel Macron à l'Élysée il y a une quinzaine de jours maintenant? Vous savez, Édouard Philippe est très respectueux des institutions et ne raconte pas les déjeuners qu'il a il a avec bien le dû vous président dire de la comment ça République. s'était passé quand même. Ce n'est pas... Édouard Philippe est très respectueux, je vous dis, des institutions et il ne raconte pas ses déjeuners avec le président de la République et ses conversations doivent rester entre eux. Alors quel était le sens de ce déjeuner entre deux hommes dont on sait qu'il y a eu aussi du froid après avoir eu de la collaboration étroite? étroite? Que le président de la République et Édouard Philippe puissent se voir. D'abord parce que Édouard Philippe a été dans le précédent quinquennat son Premier ministre durant 3 ans, période extrêmement difficile où il y a eu des crises importantes à gérer et où Édouard Philippe a su répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Et puis évidemment, il est aujourd'hui président d'Horizon, qui est une des 3 forces de la majorité présidentielle et il est normal qu'ils puissent régulièrement se parler. Cette majorité, est-ce qu'elle ne va pas se disloquer après les européennes, quand l'horizon du crépuscule arrivera pour le quinquennat d'Emmanuel Macron? Nous, on n'est pas pour la dislocation, on est plutôt pour le rassemblement. Il faudra un seul candidat en 2027 pour ces 3 forces, sinon c'est Le Pen-Mélenchon au 2e tour. Il faut absolument que nous puissions construire, et c'est ce que nous voulons faire, avec beaucoup de détermination et d'énergie autour d'Édouard Philippe, une solution pour l'avenir du pays. Car il n'y a pas de fatalité, pas de résignation possible à ce que M. Mélenchon ou son successeur, ou Mme Le Pen deviennent président de la République. Je crois que ça serait effectivement très mauvais pour l'avenir du pays, mais ça sera un combat difficile, très difficile. C'est la raison pour laquelle on se prépare autour d'Édouard Philippe très tôt. On se prépare sur la vision d'avenir du pays, sur les solutions opérationnelles et concrètes à mettre au service des Français. On se prépare en construisant un maillage territorial aussi pour être partout présent sur le territoire, dans la plus petite commune de France jusqu'aux grandes métropoles, être à l'écoute des Français et les respecter. Je pense que nos concitoyens ont besoin de respect, de considération et de voir où on peut les amener et où on va aller ensemble. Et est-ce que ça ne serait pas les respecter, ces citoyens, que de leur demander, dans une primaire ouverte, de choisir le candidat entre Renaissance, Modem et Horizon? À titre personnel, je ne crois pas à ce système des primaires. Je crois plutôt à la dynamique collective, c'est-à-dire à un moment donné d'une candidate ou d'un candidat. Pour moi, c'est un candidat, c'est Édouard Philippe, qui s'impose naturellement, et qui peut porter un projet et qui fédère nos concitoyens face aux risques et à la menace de l'extrémisme et du populisme. Vous vous occupez de près des élections pour Horizon. Combien de sénateurs Horizon espérez-vous faire entrer au Palais du Luxembourg en septembre, pour la moitié de la France qui va les renouveler, mais aussi pour Paris où c'est délicat? Alors, d'abord, c'est notre première élection sénatoriale, car nous sommes un jeune parti, donc voilà. C'est notre première élection sénatoriale. Donc, si j'ose dire, on y va sans pression.
On a déjà des sénateurs qui nous ont rejoints, quelques-uns. Nous avons un ami précieux qui est Claude Maluret, qui est président de ce groupe indépendant. C'est pas un groupe Horizon, on n'y est pas encore. Enfin, c'est des compagnons de route. C'est des compagnons de route et c'est plus qu'un compagnon de route, Claude. C'est un acteur du parti Horizon. Et puis on sait qu'Édouard Philippe a des amis dans divers groupes aussi au Sénat, parce que du côté d'un certain nombre de sénateurs LR, radicaux, RDPI, de l'Union centriste d'Hervé Marseille, il y a des convergences autour Tout ça d'Édouard doit Philippe. faire un groupe Horizon. C'est les sénateurs qui décideront. On ne dit pas il faut un groupe, c'est celles et ceux qui seront élus qui décideront de la manière dont ils veulent s'organiser. Ça serait un signe fort quand même. Mais on n'est pas là pour déposer un fanion, on est là pour soutenir des hommes et des femmes dans les départements qui seront capables demain au Sénat de voter les bonnes lois dans l'intérêt du pays et de faire un travail au service de l'intérêt général. Et à Paris, est-ce qu'il y aura une liste Horizon? Est-ce que ça sera la liste de la majorité? Est-ce que vous serez dessus? Il n'y a pas de place pour plusieurs candidatures, en tout cas, puisque les résultats des élections municipales en 2020 étaient mauvais, faut-il le rappeler. On est revenu quelques rescapés. Moi, je suis élu du 18e, mon cher 18e arrondissement. Nous sommes revenus à 6 dans mon groupe, que je co-préside aujourd'hui, et le groupe Modem, ils sont 5. Donc, il y a là une seule candidature possible. Renaissance a désigné son candidat. Le Modem et Horizon, nous sommes en train de réfléchir à la meilleure solution avec les conseillères de Paris et les conseillers de Paris pour faire en sorte que nous ayons le candidat ou la candidate qui puisse demain avoir le succès à l'élection sénatoriale. Vous ne vous inquiétez pas de la division, de la rivalité? Il ne faut pas de rivalité, il ne faut pas de division, il faut le rassemblement et l'union à Paris aussi. Et aux européennes, ça sera la même chose? Écoutez, les européennes, c'est l'année prochaine. Et Horizon aura son mot à dire, vous avez des candidats poussés. Bien sûr, nous sommes un parti très engagé sur les questions européennes, nous avons beaucoup d'idées, nous travaillons beaucoup, et nous avons 2 sortants, Nathalie Loiseau et Gilles Boyer, qui sont 2 eurodéputés extrêmement compétents, très travailleurs, très présents au Parlement européen, très efficaces sur les textes, et c'est avec eux qu'on va définir la ligne politique. Un bref mot des Jeux Olympiques. Vous vous inquiétez du déroulement de la préparation? Alors nous avons des Jeux Olympiques et Paralympiques, et vous le disiez tout à l'heure, moi j'étais très engagé à l'époque à la région Île-de-France pour co-construire cette candidature avec la ville de Paris, l'État, le monde sportif. Je crois à cette candidature, je veux la réussite de cette candidature, et je fais confiance non seulement à l'État, à la ville de Paris et à Tony Estanguet pour réussir ces Jeux. C'est tellement important parce que c'est une vitrine pour la France, c'est une vitrine pour Paris. Tous unis. Il faut être unis, mais il faut réussir ces Jeux. Et je serai vigilant en tant qu'élu d'opposition municipale à la bonne gestion financière de ces Jeux. Pierre-Yves Bournazel, merci, bonne journée. Merci à vous. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le